Salut et merci beaucoup du coup pour ta présence. Dans tous les cas, toute ma partie sera coupée. On n'entendra surtout Ça que toi. marche. Du coup, on va un peu structurer l'échange en trois parties si ça te va. Une première partie plus sur la présentation générale sur Walaxy pour qu'on ait le plus de contexte possible dans l'article. Une deuxième partie qui est vraiment plus spécifique aux métriques financières et vraiment hyper spécifique à Fincom. Et une dernière partie vraiment plus sur Walaxy et Fincom qu'on réutilisera un peu au use case aussi sur le site. Ok. Donc voilà. Et du coup, pour commencer cette première partie, même si bon, on a quand même un peu de contexte, mais est-ce que tu pourrais juste m'en dire un peu plus sur Walaxy, sur ton rôle et sur un peu votre croissance impressionnante et comment vous êtes un peu arrivé à là? Ouais. Je m'appelle Touanon, je suis CEO cofondateur de Walaxy, qui est l'outil numéro un de prospection LinkedIn automatisée sur le marché monde. On a 150 000 utilisateurs, quasiment 15 000 clients, noté 4,8 sur 5 sur le Chrome Store, plus de 1200 avis si tu veux le pitch. Et on est à plus de 10 millions de revenus annuels maintenant, depuis quelques mois. Tout ça en à peu près 4 ans et sans levée de fonds. Essentiellement avec un positionnement sur notre marché qui a été de rendre accessible la prospection LinkedIn à un maximum de monde. On est arrivé sur un marché où il y avait euh, pas mal d'acteurs qui ciblaient beaucoup les growth hackers et les personnes qui étaient assez expérimentées des process sales, si tu veux. Et nous, notre stratégie, ça a été de faire un produit qui soit super simple et qui permette à n'importe qui, en particulier dirigeants de PME, freelance, toutes les personnes dont c'est pas le métier de faire la prospection, de pouvoir faire la prospection LinkedIn automatisée, qui nous a permis de toucher un marché beaucoup plus gros, en fait, et donc d'avoir une croissance qui a été assez fulgurante. Et cette croissance fulgurante, on l'avait eu d'autant plus que, enfin, c'est d'autant plus impressionnant que vous avez complètement été bootstrappé. Est-ce que tu pourrais Ouais. un peu plus m'en dire sur ce choix-là et est-ce que ça pose des complications en plus ou pas? Nous, ça n'a pas été un choix. Ça a été, ça s'est fait assez naturellement, au sens où on a une croissance qui a été assez forte et on a atteint le million de revenus en 9 mois, alors qu'on était 6. Donc, en fait, 3 mois après le lancement de la première version de l'outil qui s'appelait Prospecting, on était déjà rentable. Et donc la question s'est pas posée au sens où on n'a jamais eu besoin, on n'avait pas l'ambition de faire une licorne, on n'avait pas l'ambition de recruter 50 personnes par an. Et du coup, on a toujours recruté pour répondre à nos besoins. Et donc, on n'a jamais eu besoin de lever des fonds pour financer ces recrutements-là parce qu'on avait toujours la capacité de financement pour le faire. Top. Et vous avez quand même réussi, donc tu parlais d'un million, vous avez quand même réussi à atteindre plus de 7 millions d'ARR en 3 ans, c'est quand même énorme. Ouais. C'était quoi à peu près les différentes étapes de croissance de Walaxy pour arriver à là? C'est une bonne question. Le 0 à 1 million, pour nous, il se fait très rapidement. C'est une phase où on est 6 4 associés et plus ou moins 2 alternants, 2 alternantes. C'est une phase dans laquelle on a très vite notre product market fit et une forte traction et un fort effet de bouche à oreille. Donc là-dessus, on est très focalisé sur l'exécution, servir les clients qui arrivent à nous et délivrer un produit qui soit le plus simple et le meilleur possible. Une fois qu'on passe cette phase-là, on a très vite de la dette technique, c'est-à-dire qu'on a fait un produit pour quelques milliers d'utilisateurs, on en a plus de 50 000, donc on commence à faire face à des problématiques de structure qu'on n'arrive pas à gérer. Et donc on se dit qu'on va faire une version 2 du produit qui deviendra Walaxy, donc la version actuelle, assez vite. Et que pour ça, il nous faut une équipe. Donc là, on recrute une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes en 6 mois. On se retrouve à 25. On est porté par la croissance organique du premier produit jusqu'aux 3 millions. Donc en fait, jusqu'aux 3 millions, si tu veux, le recrutement de l'équipe a quasi pas d'impact sur notre croissance. Autour de 3 millions, on rentre dans une phase où la croissance elle diminue significativement, on passe dans une phase un peu de plateau, essentiellement dû au fait que recruter 20 personnes, ça se fait pas. Enfin, l'intégration de 20 personnes dans une équipe qui en était à 6, c'est un vrai changement de structure. Et donc il faut un peu de temps pour que la boîte elle puisse absorber cette personne. Donc en fait, nous on aime bien parler du concept de scale mais depth, qui est essentiellement un concept qui s'applique aux startups autofinancées justement, où tu as une forte phase de croissance durant laquelle tu cumules du mess. Donc en fait, tu vas accumuler un peu du bordel, des éléments que tu vas pas traiter au fil de ta croissance, parce que tu n'as pas les moyens de le faire. Et donc, tu vas arriver à un moment, une phase de plateau dans laquelle, pour passer à l'étape suivante de croissance, tu es obligé de nettoyer ton bordel, qui est la phase de dette. Et donc, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Grosse phase de croissance, recruter beaucoup de monde, phase de dette durant laquelle il a fallu structurer l'équipe. Donc une dead people qui est structurée l'équipe, les humains que tu as recrutés qui sont tous sous ton management en équipe un peu organisée. Une dette, on va dire structurelle au sens pas de process, donc mise en place de process pour payer cette dette-là. Une dette technique qui est ce dont je te parlais, avoir un produit avec 50 000 utilisateurs qui est pas du tout fait pour ça. Donc reprendre ton architecture de zéro. Et ensuite une dette produit
qui est en fait une grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'on a pensé que on n'a pas tout de suite su d'où venait notre croissance et d'où venait notre réussite. Et on avait évidemment beaucoup d'utilisateurs qui venaient au support et qui nous disaient, ah, il manque telle fonctionnalité, il manque telle chose, etc. Et donc on s'est dit, la version 2 de l'outil, elle répondra à tous les besoins. Et on s'est vraiment fait avoir par le biais du survivant, si tu veux. Je sais pas si tu connais cette histoire des avions qui reviennent durant la Seconde Guerre mondiale, qui reviennent du champ de bataille, et on se dit, ok, on va les renforcer là où ils sont le plus touchés. Et donc on renforce les avions à certaines zones précises où ils sont le plus marqués par les balles. Et en fait, c'est un biais du survivant, c'est que les avions qui étaient touchés aux autres endroits, ils revenaient juste pas. Et donc on voulait comment dire, renforcer les avions aux endroits où ça les touchait, mais ils pouvaient revenir. Donc là, on est affecté par ce biais du survivant, c'est que les utilisateurs qui sont satisfaits, ils viennent pas de voir au support et ils te font pas de demande de fonctionnalité. Et donc ceux qui te font des demandes de fonctionnalité, c'est ceux que tu sers mal et c'est pas toujours ce que tu veux servir. Et donc dans cette phase de version 2 du produit, on sort une version qui s'appelle Wallaxy et qui a plein de nouvelles fonctionnalités, mais qui en fait au niveau des interfaces est beaucoup plus complexe à utiliser et qui va plus du tout servir notre base client de base, qui est celle qui a besoin d'un outil simple et efficace et qui sait pas faire de prospection. Et donc là, on passe une année entière à simplifier le produit, à enlever des fonctionnalités, à revoir les parcours pour réadresser cette cible-là. Ok. Et après, du coup, Et donc après, ouais. rephase plus ou moins de croissance. Donc on a eu fini de payer cette dette-là, si tu veux. Il nous a fait à peu près un an pour payer cette dette, donc de mi-2021 à mi-2022. Et ensuite, le temps que ça, c'est un vrai impact sur notre base client. Et donc, on reprend une phase de croissance qui est assez forte fin 2022 et sur toute l'année 2023, sur laquelle on fait quasiment x2 sur notre revenu et on passe plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et là, on est en train de rentrer dans cette phase, donc post-scale, dans laquelle on va rentrer dans une phase un peu de dette, dans laquelle on doit traiter des nouvelles choses liées à cette croissance de clients et aussi à un palier sur notre marché pour être capable d'adresser plus de monde, que ce soit en termes d'éventail d'utilisateurs et en termes de zone géographique. Ok, donc ça, c'est vos principaux enjeux aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est ça? Ouais, Ok. ouais, nos enjeux, ça va être de toujours simplifier pour adresser plus de gens, intégrer l'IA dans l'outil pour faire en sorte que ce soit toujours plus simple d'utiliser le produit, donc que l'IA fasse une partie de ton travail de prospection. Aller à l'international et dans les enjeux un peu plus structurels, continuer de processer et recruter et garder les bonnes personnes. Ok, top. Et par rapport à tout ça, pour revenir un peu à Fincom, à ces différentes étapes, c'est quoi à peu près les métriques financières qui étaient genre les plus importantes qui vous obsédaient le plus? Est-ce que ça a changé à chaque phase de croissance ou est-ce que c'est les mêmes métriques qui sont restées du début jusqu'à la fin? Nous, étant autofinancés, notre métrique principale, ça a toujours été le revenu et en métrique secondaire, la rentabilité. Alors la rentabilité, c'est pas complètement vrai parce qu'on a réinvesti quasi tout dans la croissance durant les 3 premières années. Donc ça n'a pas été le focus principal, ça a été de rester rentable, mais pas forcément de faire de la marge. Et la marge s'est vraiment développée l'année dernière. Ça reste notre métrique clé, c'est combien on encaisse et quel est notre ARR. Donc on différencie ça. Si tu veux, par exemple, on a 50% de remise sur nos abonnements annuels, donc on encaisse beaucoup d'abonnements annuels, ce qui nous permet d'avoir une trésor très positive. Et donc on a une petite différence sur notre revenu et notre revenu annuel récurrent. Et après, dans les métriques secondaires, évidemment, le churn, le taux de conversion en trial to paid, et aujourd'hui beaucoup ce qu'on appelle le NRR, donc Net Retention Rate, qui va être sur 100 euros dépensés par tes clients au mois 1, au mois 12, combien ils dépensent toujours, comptant ceux qui sont partis, ceux qui dépensent plus, ceux qui dépensent moins. Ok. Et là-dessus, est-ce que vous faites pas mal de segmentation et tout, ou pas du tout? Et est-ce que ça a changé aussi? On fait un peu plus de segmentation. Effectivement, on comprend bien que dans un marché où tu sers des clients qui sont plutôt débutants, tu vas séduire beaucoup d'indépendants. Ces cohortes-là sont celles qui ont la moins bonne rétention. Et donc aujourd'hui, on commence à aller ce qu'on appelle un peu plus up market, c'est-à-dire commencer à servir des équipes de 2, 3, 5, 10 personnes qui, elles, vont et dépenser plus chez nous et rester plus longtemps. Ok. Et là-dessus, par rapport à, justement, tu parles de dépenses, par rapport au choix de revenus modèle, comment est-ce que vous avez fait au premier choix? Comment est-ce que ça a évolué? Je veux aussi que tu parlais parfois des différences entre faire une bêta payante, une bêta gratuite. Est-ce que, enfin, là-dessus, tu pourrais aussi m'en dire plus? Euh, Nous, on a toujours été sur un modèle d'abonnement dès le départ. Ouais. Par contre, on a beaucoup fait évoluer nos prix. Pour te dire, en 2 ans et demi, on a quasiment quadruplé nos prix sur Galaxy, qui est un des gros leviers de croissance, qui a été un des gros leviers de croissance pour nous. On a préféré, plutôt que de gagner beaucoup plus de clients, faire payer un peu plus nos clients au fil du temps. Euh,
pour des raisons d'architecture et parce que c'est plus, voilà. On a pu faire ça parce qu'on a un très bon produit, qu'on a un très bon support et qu'on a une très bonne marque. C'est pas forcément, tout le monde peut pas forcément faire ça et qu'on a une position de leader sur notre marché qui fait qu'on est la solution de référence, donc ça diminue, enfin, ça augmente l'élasticité au prix de tes clients. Ça diminue leur sensibilité. J'ai pas bien compris ce sur quoi tu voulais revenir sur le sujet de la bêta payante vs gratuite. Ouais, c'est plus qu'en fait, là-dessus, est-ce qu'il y a, enfin, tu vois, si un entrepreneur qui se lance et qui se pose un peu des questions de revenu modèle, comment est-ce que tu choisis pour fixer ton premier prix et comment est-ce que tu choisis aussi après tes marges d'évolution pour augmenter? Et par rapport à ça aussi, et juste par rapport plus aux démos, aux essais de produits, comment est-ce que tu as fait le choix de laisser ou non les gens tester le produit gratuitement avant d'acheter et d'utiliser? Est-ce que là-dessus, vous avez aussi fait d'autres tests, d'autres essais qui ont marché ou moins bien marché? Enfin voilà, plus un peu avoir ton Ok, retour d'expérience là-dessus. ok. Ah, pas mal d'éléments de réponse sur ça. J'aurais pas de pertinence à donner un conseil sur comment définir son prix parce que nous, on l'a fait beaucoup au feeling. Je pense que de base, quand tu es dans un marché où il y a d'autres concurrents, c'est aller s'aligner sur les prix des concurrents. Moi, ce que j'aime bien faire quand je lance un produit, c'est de m'aligner en dessous du prix des concurrents au début. Comme ça, quand tu te lances, tu as un argument, c'est on est moins cher. Et c'est quasiment toujours l'argument de ceux qui se lancent, qui est un peu la position dominée sur un marché. Tu te donnes un argument pour attirer les gens. On fait la même chose, on est moins cher. Donc moi j'aime bien faire ça et après augmenter les prix au fur et à mesure que ta réputation elle augmente. L'augmentation des prix, nous on l'a fait globalement au pifomètre. Un matin on se lève, on dit ah ce serait bien qu'on augmente les prix et on le fait. Et en général ce qu'on regarde c'est est-ce qu'on perd significativement. Donc nous ce qu'on a surtout fait c'est augmenter les prix des nouveaux clients. Donc, on regarde ce que ça fait. En général, il y a le même nombre de ventes et du coup, si on augmente nos prix de 20%, on a 20% d'augmentation. On n'a jamais eu besoin de revert, mais là, on sait par exemple qu'on est arrivé au stade où on peut plus trop augmenter nos prix par rapport à la valeur qu'on délivre. On est plutôt sur le haut du pricing du marché. Donc, on a fait ce constat-là. Euh, ouais, donc ça répond à cette question-là sur comment on gère l'augmentation de nos prix. Et donc aujourd'hui, notre habitude, c'est de le faire dans les phases de saisonnalité. En tout cas, c'est ce qu'on a fait dans les 2 dernières années. Juste, en fait, on a beaucoup de gens qui arrivent en janvier et en septembre et qui ont pris la décision de payer avant la phase de vacances et qui vont arriver, qui vont payer. Et donc, on augmente nos prix juste avant. En général, mi-décembre, mi-août. Parce qu'on a une forte part de clients qui a déjà pris sa décision et pour 10 € de plus, ils vont quand même payer. Et donc ça a des impacts significatifs en général sur le revenu. Et ensuite sur le sujet bêta, en fait on a eu une phase, j'en ai pas parlé, mais dans la phase de dette où on a voulu faire du multi-produit, donc commencer à lancer d'autres SaaS en parallèle. Ça a plutôt bien marché, mais ça nous a amené trop de chaos interne et on s'est rendu compte que c'est pas tenable sur le long terme, donc on s'est recentré sur le premier produit. Mais ce qui fait que d'expérience, dans les 5 dernières années, moi j'ai quasiment lancé une dizaine de bêta de produits pour tester des idées, des marchés, etc. Et je préfère personnellement faire des bêtas gratuites. Je trouve que ça permet d'envoyer beaucoup d'utilisateurs. C'est facile de faire de la prospection pour ça. Ah, j'ai une bêta gratuite, j'ai besoin d'un feedback. Beaucoup plus facile de faire de l'acquisition et de faire connaître le produit. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que du coup, tu vas attirer des gens qui sont pas prêts à payer et que le jour où tu passes en version payante, ben, les gens paieront pas. Moi, je pense que tu as toujours une part des gens, si tu leur délivres la valeur, qui paieront. Et donc, c'est pas trop un problème. Oui, tout le monde paiera pas, et une majorité des bêta-testeurs qui paiera pas, mais tu auras une grosse source de feedback, tu auras une grosse source de bouche à oreille. Et j'aime bien dire que tu sais quand tu peux passer en version payante de ta bêta, quand tu as des utilisateurs au support qui te demandent comment ils font pour payer et qui comprennent pas pourquoi c'est pas payant. Et en général, ça veut dire que le produit délivre la valeur et que les gens disent, bah, là, ça y est, j'ai la valeur, donc je suis prêt à payer. Ça, c'est un bon indicateur du moment où tu peux passer en version payante et terminer ta bêta. Ok, top. Et par rapport à justement, donc t'as dit que t'as lancé pas mal de bêta pour tester d'autres choses. Comment est-ce que tu mesures justement le product market fit? C'était quoi un peu tes stratégies là-dessus? Quand est-ce que tu sais que tu vas laisser tomber une bêta par rapport à une autre et garder plutôt une version du produit? C'est une bonne question. J'ai pas c'est beaucoup Ouais, d'intuition. Malheureusement, j'ai pas trop de framework, tu vois, pour le ouais. faire. En général, ce truc-là d'avoir des gens qui viennent au support pour te demander euh, où ils payent, c'est un très bon indicateur. Un autre indicateur qui est sous-coté sur le product market fit. Ah, j'adore d'avoir des gens qui font de la perceuse à côté. Ouais. Super. Euh, je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils sont en train d'enregistrer un podcast, c'est possible d'attendre 20 minutes. Ouais. Merci. Désolé. Top, pas de souci. Euh, donc,
Premier indicateur qui est intéressant, c'est donc les personnes qui veulent payer alors que c'est pas payant. Un deuxième indicateur, c'est évidemment le taux de viralité, donc combien de gens viennent de manière organique sur ton produit. C'est-à-dire, tu fais peu de com et les gens viennent par bouche à oreille. Et le troisième, qui est hyper contre-intuitif, c'est combien de gens se plaignent de ton produit. En fait, les gens qui viennent sur ton produit, s'il est nul et qui répond pas à un besoin, et ils s'en vont. Ils restent pas en fait. Et quand les gens se plaignent de ta solution, c'est qu'il y a vraiment un problème, mais que ta solution elle y répond pas encore parfaitement. Donc il y a un travail d'itération à faire, mais ça veut dire que les gens ils ont le problème. Et c'est la première, la chose la plus importante quand tu lances une boîte, c'est de répondre à un problème. Et donc ta solution elle essaye de répondre à un problème et qu'elle y répond pas, tu auras beaucoup de gens qui se plaignent et c'est un indicateur positif d'un product market fit. C'est juste que, ou en tout cas t'as un problème market fit. Et maintenant il faut que tu trouves la solution pour ce problème et que tu itères dessus. Chouette, trop bien. Et une question, je pense, un peu plus généraliste, mais enfin, il y a plusieurs articles de Fincom qui sont un peu là-dessus, mais c'est quoi pour toi un peu les 5 à 10 principales raisons auxquelles vous devez un peu votre succès aujourd'hui et dont tu pourrais un peu tirer des conseils aussi actionnables pour les gens qui ont des boîtes bootstrappées ou non? Ouais. Le premier, c'est ton marché. C'est-à-dire que c'est facile de faire x2 par an sur ton marché quand ton marché il grandit de 30%. C'est notre cas. Donc c'est beaucoup plus facile de croître sur un marché qui est en croissance. Je pense que c'est le premier vecteur de croissance. Le deuxième pour moi, c'est l'exécution. Pense qu'il y a, en fait, pour te faire l'histoire de la boîte, dans la première phase de la boîte, on travaillait sur un produit qui avait rien à voir, qui était dans les campings, et on a fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Et dedans, bah, c'est de pas te concentrer sur tes produits, de pas parler à tes clients, et de faire du networking, d'aller pitcher à la BPI, de faire des concours de start-up, etc. Tout ce qui sert pas à un moment directement l'objectif de faire du chiffre d'affaires et de répondre à un problème. En général, c'est parasite. Et dans cette deuxième phase de boîte où on s'est focalisé sur nos services, en fait, il nous restait, on avait mis un peu de cash dans la boîte, il nous restait 6 mois. On avait quelques subventions et il nous restait 6 mois de cash et donc il fallait délivrer de la valeur et vendre en fait. Et quand on a été vraiment obsédé par ça, on s'est mis dans une phase d'exécution très très intense. Et le but, c'était chaque jour de faire un peu mieux que la veille. Ça, je pense, a été un gros levier qu'on essaie de garder aujourd'hui, même si c'est plus difficile dans une boîte de 50 personnes. Et il y a d'autres problématiques qui arrivent. Cette idée d'exécuter et de délivrer avec un slogan Make it worse and make it better qui est assez fort chez nous et qui est vraiment de chercher toujours sur la loi de Pareto les 80% de valeur. En général, tu as 20% des efforts pour 80% de la valeur. Donc on va toujours se focaliser sur comment on va chercher les premiers 80% de la valeur. Dans les autres vecteurs de croissance, bah nous ça a été la simplicité sur notre SaaS. Je pense que c'est sous-coté. C'est un peu une populaire opinion, mais la plupart des SaaS font la course à la fonctionnalité. Et c'est sous-coté dans un monde où en fait il y a un besoin de digitalisation. Il y a une majeure partie de la population qui est pas encore digitalisée, qui est pas à l'aise avec les outils. Et essayer de leur proposer des solutions qui répondent le plus simplement possible à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de charges cognitives et d'énergie à engager pour y arriver. Ça, c'est là qu'il y a les meilleures opportunités de marché aujourd'hui. Et donc pas besoin d'une idée révolutionnaire. Il suffit de prendre quelque chose qui existe déjà et qui est trop complexe à utiliser et d'en faire une version simple. Et d'être obsédé par ça. Et nous, aujourd'hui, on a un vrai trade-off dans le choix de nos fonctionnalités. C'est est-ce que cette fonctionnalité qu'on va ajouter, elle vient servir plus de gens qu'elle en dessert? Parce qu'un bouton en plus sur une interface, un chemin en plus, un lien en plus, tout ça, c'est une option en plus, c'est ajouter de la charge cognitive à des gens qui n'ont pas forcément compris exactement ce que tu faisais, comment le produit fonctionnait. Et plus il y a d'options, plus c'est difficile. C'est le dilemme du menu du restaurant. Un restaurant où il y a 2 plats, c'est beaucoup plus facile de choisir qu'un restaurant où il y a 10 plats. Et en fait, s'il y a 100 plats, bah, presque tu t'en vas du restaurant, c'est trop compliqué. Mais là, ça va être pareil sur le SaaS. Donc, je sais pas si j'aurais 5 éléments, mais en tout cas, sur le démarrage des 3 éléments. Et ensuite, un quatrième élément qui est très important chez nous, c'est la culture de boîte. Dans une startup qui est en hyper croissance, il y a une forme de chaos permanent. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites. Les choses changent tout le temps. Et ça crée de la frustration et des frictions. Et la culture de ta boîte, elle te donne de la résilience à ça. C'est-à-dire que si les humains qui sont dedans, ils se sentent faire partie du projet, que ça a du sens, et qu'ils sont bien traités, et qu'il y a une culture qui les valorise, et il y a une résilience face aux différentes frictions. Et ça passe par voilà, une culture de boîte assez forte qui réunit les gens. Et ça se passe dès le recrutement. C'est-à-dire être très clivant dès le départ sur les profils que tu recrutes et mettre autant d'importance sur les skills techniques que sur les profils humains pour s'assurer que tu dilues pas ta culture au fil de ta croissance. Et pour compléter un peu avec ces conseils-là, du coup, quand tu arrives au palier, justement, quand tu deviens un peu repenser le produit, repenser aussi euh,
là-dessus, est-ce qu'il y a aussi des learnings que tu as eu ou des erreurs que vous avez pu commettre à ce moment-là, outre aussi ce que tu avais dit sur les avions? Sur le biais du survivant, Ouais, tu parles dans la version 2 du produit, du coup, donc exactement. Ouais, quand tu arrives du ouais, coup au premier palier et là maintenant il faut passer au next steps. Là, c'est quoi aussi à peu près les leviers qui font que tu arrives à justement dépasser ce cap et aller plus loin? ok. Donc un peu le 1 to 10, quoi. Ouais, 1 to 10. Ok. exact. Euh, Plus tu grandis, en fait, ta boîte, elle se positionne sur un curseur entre structure et créativité, si tu veux. Plus t'es tôt dans ta boîte et plus tu dois être créatif et plus tu acceptes les problèmes, en fait. Et quand tu as 10 clients, c'est pas grave s'il y a un bug en prod pour les 10 clients. Par contre, il faut livrer de la valeur, en fait. Donc, tu es dans une phase d'itération très rapide et tu acceptes l'erreur. Plus ta boîte est grande et plus l'erreur est un risque et de moins en moins une opportunité. Et en fait, plus tu avances et plus tu dois être rigoureux dans ce que tu délivres et donc tu vas forcément perdre en vélocité. Et c'est pour ça qu'une boîte comme EDF, elle n'est pas capable d'innover parce qu'en fait, elle a des tels niveaux d'engagement et de contraintes vis-à-vis des millions de clients qu'elle a et du nombre d'employés qu'elle peut pas être véloce et elle peut pas être créative. C'est pas son rôle. Elle, ce qu'elle doit faire, c'est maintenir l'existant. Et donc l'enjeu, c'est toujours de se positionner au bon niveau du curseur. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des boîtes, qui viennent de grandes boîtes et qui vont appliquer des concepts de grands comptes à une petite boîte. Ça va pas marcher en fait. Parce que quand tu es trois, tu dois pas du tout réfléchir de la même manière. Donc les études de marché, on s'en fout, il faut délivrer. Et plus tu avances, et plus il y a une phase de réflexion, il y a une phase de processisation et tu vas chercher à éviter l'erreur. Le bon exemple qu'on a, c'est, je sais pas, au début de la boîte, on envoyait des mails à nos clients. Bon, s'il y avait une faute d'orthographe, c'était pas grave. S'il y avait une petite erreur, c'était pas grave. Le but, c'était que bah, c'est les fondateurs qui écrivent les mails. Il faut que ça nous prenne 10 minutes, quoi. Et puis, plus la boîte avance, et plus c'est problématique. Puis à un moment, tu te retrouves à envoyer des mails à 50 ou 100 000 personnes pour tes événements, tes promos, etc. Et c'est arrivé dans le dernier événement Black Friday qu'on ait oublié une ligne sur les conditions d'accès au deal. Et en fait, ça a un impact majeur. Parce que d'un seul coup, tu as des dizaines de clients qui viennent sur le support et qui disent, attendez, j'ai voulu accéder au deal, mais j'ai pas pu, parce qu'ils n'étaient pas éligibles, parce que tu as oublié une ligne de condition. Et on parle juste d'une ligne dans un mail, en fait. Et ça, c'est le bon exemple de l'enjeu de toujours se positionner au bon niveau. Donc, plus tu avances, plus tu es vers de la structure, et plus tu es tôt, plus tu es dans une phase de chaos. Euh, je réfléchis sur les autres éléments du 1 à 10. La culture, elle revient vraiment, enfin, aller dans cette phase de 1 à 10, hein, même de 3 à 10, avec le recrutement qui va avec. Vraiment recruter, onboarder et garder les talents. Nous, on a une phase à 10 millions où la rétention de talents, elle a un impact majeur sur la boîte. Quand tu commences à avoir des gens qui ont vécu toute cette phase de croissance, qui sont là depuis 3 ou 4 ans, la valeur qu'ils apportent, elle est colossale. Et s'ils partent, il y a un coût énorme pour la boîte. Donc pour continuer de grandir, garder les talents le plus longtemps possible, c'est un vrai enjeu qui a un coût financier, parce que ça demande d'investir dans une politique de qualité de vie au travail, d'innover là-dedans. On a beaucoup innové sur ce sujet-là. Et donc il y a un coût, il y a un risque, mais par contre derrière les bénéfices sont énormes. Et aujourd'hui, si j'ai un tiers des gens qui sont là depuis 4 ans qui s'en vont, je vais faire un plateau de croissance quasi immédiat. Il va falloir que je recrute des nouvelles personnes, que je les forme, que je les onboard, et il va falloir énormément de temps avant qu'elles apportent la même valeur et qu'elles aient le même recul sur la boîte. Parce que ces personnes-là, elles se baladent avec un historique, avec une mémoire, des choses qui sont pas forcément encore écrites dans une page Notion si tu veux. Donc ça, gros enjeu. Et ensuite, c'est de trouver le mix entre moi ce que j'appelle construire et explorer dans une première phase qui revient à cette idée du curseur, hein, mais t'as une partie de ta boîte sur laquelle tu dois itérer, mettre en place des process pour être toujours meilleur au support client. C'est pas de l'innovation, on est en train d'essayer d'améliorer l'existant de manière très itérative. Et de l'autre côté, d'explorer, c'est-à-dire de pas perdre aussi cette recherche de l'innovation et donc d'aller explorer des nouveaux leviers de croissance, des nouvelles briques, tester des choses et d'avoir cet équilibre entre les deux qui dépend vachement de ta taille de boîte et qui est je maintiens l'existant, je l'améliore, je réduis mes erreurs et j'innove, je crée, je cherche des nouveaux leviers, je cherche des nouvelles méthodes, des nouvelles opportunités. Et il faut jouer avec ces deux-là dans les différentes équipes. Top. Non, ça fait sens. Trop bien. Parfait, merci. Et attends, je passe sur la dernière partie, un peu plus sur Fincom. Tu pourrais juste nous en dire un peu plus sur l'utilisation de Fincom au sein de Walaxy et pourquoi est-ce que vous avez commencé à utiliser Fincom? Est-ce que vous avez testé d'autres outils avant aussi ou pas du tout? Ouais. La problématique de la data dans une boîte, elle est énorme parce qu'elle demande, en fait, euh, la data, c'est un sujet qui est hyper large, qui touche toutes les équipes, qui est nécessaire à la bonne prise de décision.
plus tu grandis, plus c'est nécessaire, et qui est hyper complexe à... euh, il faut accéder à cette donnée, il faut qu'elle ait du sens, donc qu'elle soit lisible, compréhensible, et il faut maintenir l'accès à ces données. Et ces trois éléments-là, ils sont hyper critiques et ils demandent énormément de ressources humaines en interne pour le faire. Il y a plein de méthodes de calcul différentes, mais c'est surtout l'enjeu d'y accéder, de t'assurer que tu as le bon historique, en fait. Ah, je veux cette donnée. Ah bah oui, mais on la traque pas depuis 3 ans, en fait. Donc, je peux te la donner, mais que dans le futur. Ah, super, ça va pas m'aider à prendre des décisions, sauf si je prends une décision dans un an, mais quand tu as un autre niveau de boîte, tu as besoin d'une vélocité qui soit plus élevée. Et Fincom vient en fait te mettre à disposition un certain nombre de données et de manières de leverager ça basé sur ton historique de ton service de paiement sans avoir besoin d'y affecter des ressources humaines. Et donc tu as une boîte extérieure, si tu veux, qui propose ce service à N personnes et qui donc a les méthodes pour faire ces calculs-là et ça t'évite de refaire ce travail-là. Et donc ça va te permettre de gagner énormément de temps pour concentrer tes équipes sur des sujets qui sont un peu plus liés à ton produit et à tes utilisateurs en particulier et moins sur les données surtout financières générales. Et à partir de là, ça nous permet nous aujourd'hui de prendre des décisions surtout via le système de segmentation. Donc typiquement, être capable de comprendre qui utilise tes différentes features payantes, combien ça te génère de revenus, quelle est ta rétention sur tes différentes cohortes, en particulier sur la partie internationalisation. Un gros enjeu de notre croissance, c'est d'aller à l'international, comprendre comment les différents pays se comportent dans tes cohortes de clients, dans tes cohortes de revenus. Ça, c'est un vrai enjeu pour nous aujourd'hui. Pareil, dans notre capacité à évaluer le retour sur investissement de nos ads. On fait du ads dans différents pays. Grâce à la LTV par pays, ben, en fait, on va être capable de dire, OK, ben, on fait du ads en Allemagne, mais un Allemand, il nous rapporte plutôt 900 euros, alors qu'un Français, il nous rapporte plutôt 650. Donc, en fait, on peut dépenser plus pour acquérir un Allemand. Et donc, dans nos ratios LTV sur CAC, donc lifetime value sur coût d'acquisition client, ça va nous permettre de faire levier et d'éviter de recalculer cette donnée à l'interne, en sachant que ta donnée à l'interne, dès que tu fais une mise à jour de ton interface de paiement, ce genre de choses, bah, elle est potentiellement cassée. Et donc, tu passes ton temps aussi à réparer les données passées. Il n'y a pas qu'une idée de sortir la donnée. Il y a une idée qu'il faut la maintenir à jour et bonne. C'est pas toujours évident, en fait. Et avant Fincom, vous faisiez tout ça à la mano quand même, ou vous avez mis aussi pas mal de process en place après Fincom là-dessus? On avait des outils, on utilisait différents outils qu'on utilise d'ailleurs toujours selon les besoins. On avait des outils internes. On a toujours quelques outils internes sur certains suivis de données. Aujourd'hui, on a intégré Mixpanel, mais c'est beaucoup plus pour les outils, pour la suivi de nos données utilisateurs, donc comprendre les parcours utilisateurs et pas tant les métriques de revenus. Ok, ça marche. Et là-dessus, donc du coup, la partie segmentation, celle qui vous importe le plus quand même sur les datas aujourd'hui. Ouais, Ouais. l'idée c'est vraiment sur tes métriques de financières principales, d'être capable de comprendre les différents comportements. En tout cas, dans ce que fait Fincom, qui est la métrique financière Ouais. pour moi, parce qu'après il y a la partie Mixpanel, mais je pense pas que vous ayez vocation à faire ça. Et sur cette partie vraiment financière, ouais, l'idée c'est de bien segmenter. Typiquement, on est en train dans cette partie exploration de tester de l'account-based management. Donc de base, nous on est en product-led growth, donc 100% self-service, l'outil accessible, voilà. Et dans les cohortes, ben, on voit bien que les cohortes de teams, justement, de personnes qui ont 2 5 10 sites chez nous, sont plus intéressantes. Donc, on a besoin de mieux étudier ces cohortes-là pour mieux les adresser, les onboarder, les accompagner dans l'utilisation du produit. Et donc, bah, là-dessus, on va pouvoir potentiellement segmenter par le nombre de lignes à facture ou montant de MRR. Et ça va nous permettre de faire des cohortes et de mieux comprendre leur rétention, leur expansion, etc. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place Fincom aussi dans les équipes? Je dirais que ça fait début 2023 qu'on l'utilise. Ok, top. Ouais. Et là-dessus, qu'est-ce que vous avez poussé en 2023 du coup à prendre la décision de le faire, d'installer Fincom plutôt qu'un autre outil sur le coup? On n'avait pas trouvé d'outil qui répondait à notre besoin à ce Ok. moment-là. Donc on s'est onboardé sur la bêta de Fincom pour voir. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait beaucoup d'évolutions assez rapides, donc on pouvait faire des Et retours. là-dessus, par rapport à justement, enfin, c'était un peu, si tu devais recommander un peu Fincom à d'autres SaaS, ça serait quoi comme type de boîte et est-ce que t'as déjà, enfin, et pour quelles raisons? Ouais, bah ce serait clairement, moi ce que je recommanderais, c'est toute boîte qui utilise Stripe. J'ai pas testé avec d'autres plateformes de paiement. Et je dirais que c'est toutes les boîtes qui sont entre 0 et 5 millions d'ARR et qui ont besoin de pas affecter de ressources internes à la compréhension de leurs données générales financières, qui sont des métriques MRR, NRR, churn, retention rate, LTV sur CAC, ce genre de données-là. Nous, on n'a pas de use case sur la partie projection financière parce qu'on est dans le SaaS et qu'on est très rentable.
J'imagine que c'est un bon outil de pilotage de la trésor aussi, pour une boîte qui a une phase un peu plus critique, et je pense qu'il y en a beaucoup, et qui va pouvoir mieux projeter ses revenus futurs. Ça, c'est quelque chose que je recommanderais, je pense. Ok, top. Trop bien. Bah, c'est bon, t'as répondu à toutes mes questions. Allez, Je peux les prendre. excellent. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Attends, je vais mettre sur pause.